Bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Donc effectivement, on va parler du commerce équitable. Alors vous avez parlé de commerce équitable Nord-Nord dans votre présentation. Nous, on a l'habitude de parler du commerce équitable Origine France parce qu'on s'est aperçu que le vocable Nord-Nord n'était pas très parlant, notamment pour les consommateurs, mais on parle bien de la même chose. Du coup, moi, ce que je vais vous proposer, effectivement, c'est un peu d'historique, savoir où on en est aujourd'hui. Et cette dernière partie, bien que tu parlais des travaux, je l'ai un peu mis sous la forme un peu de certains enjeux importants que peut rencontrer ce secteur-là aujourd'hui, des questions qu'on a à traiter, entre guillemets. Donc d'abord, peut-être se redire pourquoi on a du commerce équitable en France finalement aujourd'hui, parce que vous avez hier travaillé et peut-être encore ce matin sur le commerce équitable Nord-Sud et on pourrait se dire que finalement en France on a une situation quand même différente. On a voilà, une situation économique plus favorable, des filets de sécurité, j'allais dire sociaux, économiques qui font et une politique agricole commune qui devrait faire qu'on n'ait pas besoin de commerce équitable. Mais finalement, le constat que progressivement a partagé le secteur du commerce équitable, mais également des acteurs investis dans l'agriculture en France, c'est que finalement, les mêmes causes produisent des effets similaires, c'est-à-dire que voilà, notamment l'agriculture, mais on peut parler d'autres secteurs économiques en France, est soumis à des phénomènes similaires de ceux qu'on voit sur des échelles nord-sud. Donc, on va dire une concentration globale des acteurs et particulièrement à l'aval. Donc, voilà, on peut, voilà, si on regarde la filière laitière, vous avez 4 collecteurs, par exemple, qui font 50% de la collecte de lait. On sait aussi qu'au niveau des distributeurs, c'est très concentré, par exemple, du côté des grandes et moyennes surfaces en France. Et donc, on va retrouver ce déséquilibre de pouvoir entre les producteurs, on va dire, la production et l'aval des filières qu'on retrouve dans les pays du Sud, et cette idée de filière un peu en entonnoir avec beaucoup de producteurs, peu d'acteurs au milieu et finalement pas mal de consommateurs. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve assez fortement, même si, bien sûr, en France et en Europe, la production agricole a aussi un peu ce même mouvement de concentration et qu'on a aussi moins de fermes que par le passé, mais malgré tout, on a ce déséquilibre de pouvoir. On a aussi, bien sûr, une espèce de massification des consommations et des produits donc, qui deviennent un peu substituables les uns par rapport aux autres, ce qui fait que, de la même manière, c'est plus difficile pour des producteurs de pouvoir avoir, j'allais dire, une originalité, des produits non substituables. Et donc, on va, du côté de l'aval aussi, pouvoir plus facilement jouer sur des achats divers, mettre en concurrence, en fait, différentes zones de production. Et puis, tout simplement aussi, donc, on a eu et on a encore en partie des outils de régulation au sein de la politique agricole commune, mais depuis maintenant pas mal d'années, on a plutôt une logique de soutien aux revenus des producteurs à travers des aides. Et tout ce qui était outils de régulation des volumes et des prix ont été progressivement démantelés. Bon, pour différentes raisons, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en fait, on est en Europe là, très largement aussi sur des prix du marché mondial, en fait, pour les denrées agricoles et qu'on retrouve donc des questions de volatilité qui sont vraies pour le café, qui sont vraies pour le cacao, mais qui sont vraies aussi pour le blé, qui sont vraies aussi pour le lait. Donc, je vous ai remis, c'est pas visible, mais c'est juste pour avoir cette idée de prix en dents de scie. Là, c'est des prix du lait moyen sur, je crois, les 20 dernières années. Mais voilà, on retrouve des choses, des phénomènes en fait très similaires à ce qu'on peut trouver sur les produits du Sud. Et puis donc, quand on a des prix volatiles, on a évidemment des revenus agricoles qui sont aussi très instables. C'est plus ou moins vrai selon les filières. Sans doute qu'en France, ça peut être sur la filière porc que c'est le plus instable. Et on a très souvent voilà, des crises du prix sur le porc, par exemple, ou sur d'autres produits. Donc finalement, voilà, cet ensemble de faisceaux ont interrogé régulièrement les acteurs du commerce équitable et des acteurs de l'agriculture pour se dire que finalement, cette idée du commerce équitable, elle était sans doute utile également dans le contexte français. Et donc, ça, je vous ai remis cette petite frise-là qu'on présente parfois pour dire, voilà, pour comprendre un peu l'historique, effectivement, de l'évolution du secteur. Donc, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais voilà, on a le commerce équitable, il a plutôt démarré par des acteurs qu'on dit de filières un peu intégrées, c'est-à-dire avec des contacts directs entre des vendeurs en Europe et des organisations de producteurs au Sud. Donc, on retrouve beaucoup chez Artisans du Monde, avec des magasins qui vendent que les commerces équitables. Il y a eu des dynamiques
création de labels pour pouvoir vendre des produits du commerce équitable dans différents lieux de vente. Et puis, je dirais, les dernières époques ont élargi encore le spectre de réflexion avec des acteurs du secteur bio qui ont réfléchi le commerce équitable. Et plus récemment encore, depuis on va dire la décennie 2010 à peu près, des acteurs des filières agricoles françaises qui effectivement ont investi cette idée du commerce équitable en fait pour pouvoir réguler ces échanges agricoles et pas que agricoles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour l'instant on est sur l'agriculture principalement en France parce qu'on s'aperçoit que les producteurs n'arrivent pas à vivre correctement de leur activité. Et donc les premières étapes donc, qui ont été animées notamment par Commerce Équitable France, qui s'appelait la plateforme pour le commerce équitable à l'époque, ça a été de se dire, OK, finalement, les grands principes du commerce équitable, tels qu'ils sont appliqués sur les filières Nord-Sud depuis 30-40 ans maintenant, effectivement, est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'ils sont applicables? Dans quelle mesure à des filières agricoles françaises? Donc ça a été une étape un peu de formalisation d'une vision un peu politique en 2014 d'une charte, la charte du commerce équitable Origine France, donc qui a été élaborée entre Commerce Équitable France avec la FNAB, donc la Fédération des agriculteurs bio, et le réseau Impact. Donc le réseau Impact qui regroupe plutôt des initiatives de filières courtes, même si aujourd'hui ce ne sont pas tellement ces filières-là qui sont présentes sur le commerce équitable. Et donc qui a confirmé effectivement l'intérêt. C'est vrai que dans cette période-là, là on est en 2014, il y avait déjà eu des initiatives d'acteurs du secteur. Biocoop avait déjà développé une marque qui s'appelait Ensemble Solidaire avec les producteurs. Altereco avait une initiative, ils ont arrêté depuis. Etikable aussi. Artisans du Monde a depuis longtemps déjà des partenariats avec des initiatives locales en France agricole ou artisanales. Et donc voilà, et donc cette charte, elle a effectivement validé l'idée que les principes du commerce équitable pouvaient aussi s'appliquer dans un contexte plus local et valider l'idée et l'intérêt et commencer à regarder comment ça pouvait se faire. Donc aujourd'hui, petite présentation. Donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'imagine, je vais aller vite, mais aujourd'hui, on a une loi en France qui définit ce qu'est le commerce équitable et donc qui entérine 6 principes clés qui sont tout à fait fidèles avec les engagements du commerce équitable, je vais dire historique. Et donc, c'est ça qui fait référence quand même en France en général, y compris sur les filières internationales, mais peut-être encore plus fortement sur les filières françaises qui sont beaucoup plus récentes et qui sont encore dans une forme de phase de structuration. Et donc, c'est bien le cadre de référence. Donc, on a cette idée de producteurs organisés collectivement, d'un engagement sur un prix, d'un engagement sur la durée, d'une prime de commerce équitable, et puis, effectivement, la traçabilité, la sensibilisation et l'éducation des consommateurs à des modes de production socialement, écologiquement durables. Et donc, il faut savoir aussi que le terme équitable seul est également protégé en France. Donc, si vous voyez sur un produit quelle que soit l'origine de la matière première, lait équitable, chocolat équitable, café équitable, ce produit doit bien se référer à cette définition légale du commerce équitable. C'est un terme qui est aujourd'hui protégé. Et donc ça, c'est des choses que notre collectif a aussi participé à rendre actif. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc sur ces filières françaises de commerce équitable? Donc, on a un secteur qui est en pleine effervescence, toujours extrêmement dynamique depuis quelques années. Donc, si on regarde les chiffres, donc les derniers chiffres précis qu'on a sont ceux de 2018. Donc, vous voyez que ce graphe montre une progression assez forte. Sur les filières françaises, on a des ventes qui ont plus que triplé en 3 ans, entre 2016 et 2018. Donc, en 2018, on était à 434 millions d'euros de ventes. On dépasse en 2019 à 100 millions. Et il y a une croissance forte. On voit en tout cas sur l'ensemble des ventes de commerce équitable en France, les produits qui viennent de France représentent aujourd'hui un tiers, alors qu'on ne les comptabilise que depuis 2014. Donc voilà, c'est une croissance qui est quand même très forte. Et donc, on a été sur des croissances à 2 chiffres sur ces dernières années. Vous dire aussi qu'on trouve aujourd'hui des produits assez divers sur les filières françaises en commerce équitable. 1400 références produits, des produits de la boulangerie, viennoiserie, des fruits et légumes, de l'épicerie diverse, des produits donc végétaux, mais aussi des produits animaux, des produits laitiers, de la viande, des œufs. On a une gamme de produits qui est sans doute plus large
que sur les filières sud où voilà, on a quelques produits qui dominent fortement, comme le café, le cacao, la banane, le thé. Là, on a une gamme de produits parce que concrètement, tout ce qu'on a dans notre assiette qui vient de France peut potentiellement, effectivement, rentrer dans des partenariats de commerce équitable. Donc, ce panel s'élargit au fur et à mesure que de nouvelles initiatives entrent en jeu. Donc voilà, on s'était amusé à voilà, quelques exemples de produits. On peut manger depuis le petit déjeuner jusqu'à la tisane du soir 100% en commerce équitable dans l'Union de France, si on a envie. Donc, c'est des produits, on en trouve en grande surface, on en trouve en magasin bio, c'est assez divers. Aujourd'hui, une petite idée, il y a 80 groupements de producteurs et productrices qui sont engagés dans des démarches de commerce équitable. C'est plus de 10 000 producteurs, une cinquantaine de marques, et donc présents un peu partout en France et donc sur des filières diverses, comme on a dit. Et des groupements de tailles diverses, hein, les plus petits ont une dizaine de producteurs et les plus gros, je pense que c'est Violet, on doit être à 1500 fermes aujourd'hui. Donc voilà ce que je disais, on retrouve ces produits à la fois en grande surface, mais pas beaucoup, et 14%, en magasin bio, et notamment, c'est sûr que le Biocoop, qui a une démarche importante, a un point important des boulangeries, c'est une démarche importante sur le blé meunier boulanger. Ludovic en parlera, parce que c'est une agrétique qui est fortement positionnée sur cette filière-là, et puis un peu de diversité. On a une convergence assez forte entre les engagements de commerce équitable et le bio. Hein, donc, on a 47% et c'est une tendance de produits qui ont double labellisation commerce équitable et bio. Et c'est une tendance qui s'accroît avec les années. Donc, voilà, le panel des labels, je vais aller vite, hein, parce qu'il y a déjà d'autres travaux, mais vous dire qu'aujourd'hui, donc on a des labels qui sont sur la filière nord-sud, des labels qui s'appliquent à la fois au nord et au sud, et des labels qui sont focalisés sur les filières françaises. Donc, on va avoir deux exemples juste après. Donc, donner ça. Alors, quelques enjeux, hein, je vais respecter mon timing de nos sujets de travail sur ces filières-là. Donc, le premier sujet, c'est effectivement le commerce équitable vise à faire en sorte que les producteurs, les productrices puissent avoir un prix juste pour leurs produits. Et c'est vrai que sur les filières françaises en particulier, il me semble vraiment important que cet engagement économique soit au service de la transition agroécologique dont on a besoin partout dans le monde. Mais on a peut-être sans doute encore plus besoin d'aller vite et d'accélérer les choses sur l'agriculture française et européenne, on va dire. Et donc, ce sujet-là est vraiment central dans nos travaux, comment on s'assure, à travers les outils du commerce équitable, qu'effectivement, on arrive à accompagner des changements de pratiques agroécologiques, des conversions bio, et même pour ceux qui sont en bio, comment aller plus loin sur des sujets comme la biodiversité. Alors, juste deux exemples. Hein, donc, on a documenté ce sujet-là notamment à travers une étude publiée en 2019 qui regardait notamment ce qui se passait sur la filière lait avec l'organisation de producteurs bio-lait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette organisation s'est structurée. Elle est partie à 6 éleveurs au départ qui ont mis en place une collecte parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une collecte bio. On était dans les années 90, les choses ont un peu évolué depuis. Et aujourd'hui, c'est 1500 fermes qui sont regroupées dans cette organisation. Et en fait, elle a pu se développer parce qu'elle a réussi à construire avec des partenaires de l'aval, des distributeurs, des transformateurs, des partenariats de long terme avec des engagements sur des volumes et des prix. Ce qui a permis de financer, de s'assurer, partager la prise de risque sur l'accompagnement des éleveurs, l'accompagnement des conversions et même d'aller au-delà de la bio avec des engagements, par exemple, à une alimentation des animaux 100% origine France, ce qui permet de sortir de toutes ces difficultés d'importer du soja qui ne déforestait pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette organisation-là, par exemple, elle représente un tiers de la collecte française du lait. Donc, ça veut dire que les prix de bio-lait, qui sont quelque part des prix équitables, qui sont construits aussi avec l'aval dans cette logique-là, et ben, ils influencent complètement l'ensemble de la filière et ils font en sorte que, quelque part, le lait bio en France ait un prix équitable parce que Biolait a réussi à construire avec ses partenaires cette logique-là. Donc il y a des impacts qui sont quand même extrêmement intéressants. Un autre exemple sur la conversion bio, donc Ludovic peut-être en parlera, mais j'avais cet exemple, je me disais que c'était intéressant de vous en parler. Donc, c'est par exemple une coopérative qui est la CAVAC en Vendée, pour qui l'engagement en commerce équitable est un outil vraiment intéressant pour accompagner les conversions des producteurs.
Donc là, c'est l'exemple est sur le blé tendre. Mais donc, on a des surfaces de blé bio qui ont été doublées en 4 ans. Et également, ce qui permet d'introduire des légumineuses dans les rotations parce que, notamment à travers le commerce équitable, il y a une valorisation là aussi de ces produits de légumineuses. Donc voilà, donc ça c'est un sujet vraiment très important de travail au sein du collectif et donc pour tous ses membres. Un autre sujet un peu important et pas facile, c'est la question des sociales en fait. Donc c'est des choses dont on parle évidemment beaucoup sur les filières sud parce qu'il y a des vraies difficultés. On parle du travail des enfants, on réfléchit fortement comment tous les travailleurs salariés réussissent à avoir des conditions de travail, de rémunération, de respect humain. Et en fait, en France, on pourrait se dire, écoutez, on a un droit du travail, on a une liberté syndicale, bien sûr, il faut la défendre au jour le jour, mais quand même, on a une base intéressante, c'est vrai. Mais aussi aperçu en travaillant sur le sujet que sur les filières agricoles, on avait quand même de vrais enjeux sur le salariat agricole et notamment sur les saisonniers. Alors, bien sûr, toutes les filières ne sont pas égales, mais si on pense aux fruits et légumes, si on pense à la viticulture, par exemple, donc ce sont des secteurs qui emploient énormément de saisonniers et avec des conditions de travail qui, dans la réalité, ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc voilà, c'est un sujet aussi qu'on essaie de travailler, qui n'est pas facile parce que c'est un sujet un peu tabou, j'allais dire, et je pense que les producteurs agricoles sont un peu seuls aussi face à cette difficulté parce qu'il faut aussi trouver de la main-d'œuvre. Effectivement, quand on n'a pas toujours les prix équitables au rendez-vous, c'est pas facile pour un producteur de s'assurer que tout le monde soit bien payé pour ceux qui viennent travailler quelque temps. Donc voilà, c'est un sujet qu'on travaille aussi avec des syndicats de salariés en France, comme la CFDT par exemple. Un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est vis-à-vis des consommateurs, en fait, avoir des discours qui soient corrects et qui reposent sur des garanties. Donc là, c'est pas spécifique à la France, mais comme on est sur un sujet récent, on s'est aperçu que finalement le terme commerce équitable ou même équitable tout seul avait une valeur symbolique importante et que ça devenait quasiment un outil marketing de valorisation des produits. Et donc, vous voyez peut-être fleurir des allégations équitables sur plein de produits et avec pas toujours des engagements avec des labels, donc avec des cahiers des charges précis, des contrôles, etc. Donc ça, c'est un sujet de travail aussi, de pousser les acteurs à bien intégrer, travailler avec des labels, de faire en sorte que les pouvoirs publics aussi intègrent cette obligation dans les textes légaux. Et dernier sujet d'enjeu, qui permettra peut-être de lancer des débats dans la dernière partie, c'est un peu la tension entre le acheter local, on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup dans notre période malheureusement marquée par le Covid et cette notion d'avoir une forme de souveraineté alimentaire pour la France et bien sûr l'enjeu du commerce équitable, de soutenir les producteurs du Sud qui sont particulièrement défavorisés dans nos relations commerciales mondiales. Et donc, juste quelques réflexions, de se dire que, en tout cas, nous, à l'échelle du collectif et de ses membres, on n'oppose pas du tout les deux, on a vu pendant le confinement, et je sais que Benoît avait témoigné de ça aussi, pour peut-être le redire, que les produits de base que les gens ont surconsommés quand ils se sont mis à cuisiner chez eux, c'était la farine, les œufs, le lait et les carottes, mais aussi le café, le chocolat et les bananes. Donc, c'est quand même une réalité aujourd'hui de la consommation en France. Donc, cette chose-là, elle peut évoluer, mais aujourd'hui, faisons en sorte aussi que tous ces produits soient rémunérés correctement pour les producteurs, quel que soit leur lieu d'origine. On voit aussi que le fait d'avoir des produits équitables venant de l'autre bout du monde, mais aussi de proximité, c'est aussi une opportunité intéressante pour faire en sorte d'avoir des produits qui intègrent le plus d'ingrédients équitables. Un biscuit, effectivement, il va avoir des ingrédients français, mais il va avoir aussi du chocolat souvent, par exemple, et donc faire en sorte qu'on ait des compilations d'ingrédients, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de concurrence, entre guillemets, entre produits équitables venant du Sud et venant de France, mais il y a quelques cas qui nous interrogent et sur lesquels on essaye de travailler aussi. Donc, il y a le cas du quinoa, effectivement, le commerce équitable soutient depuis longtemps des producteurs sur l'altiplano des Andes. Faut-il, entre guillemets, préférer la quinoa développée dans l'Anjou parce qu'elle est française et plus proche? Pas forcément. On a la question du sucre aussi. Le commerce équitable valorise beaucoup la production de sucre de canne dans différents pays, notamment d'Amérique latine.
Là aussi, faut-il privilégier une production de betterave, surtout qu'on commence à avoir de la betterave bio en France, parce qu'elle est française. Donc voilà, nous, on essaye de pas choisir, mais par contre, on a bien en tête aussi que le transport ne fait pas largement pas tout l'impact environnemental et que les conditions de production sont un poste souvent le plus important. Et donc voilà, essayer de garder ça en tête aussi. Donc si on achète local, pensez aux conditions de production. Et si on achète en venant plus loin, pensez aussi à cette question-là. Voilà ce que je voulais vous dire en petit panorama du secteur et des enjeux.